Durant son premier mandat dans le cabinet Bourassa, il a mis de l'ordre au ministère des Transports et dans les projets de la région de Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Côté. Bonjour. M. Côté, à la succession de M. Ryan, vous avez appuyé M. Bourassa. Est-ce que votre appui a été spontané? Vous allez voir que moi, il y avait une continuité dans mes fidélités. J'ai d'abord sollicité Raymond Garneau. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait eu au préalable l'élection partielle de Louis Hébert. Claude Morin démissionné. Alors, le candidat Régent Doyon avait accepté d'être candidat libéral à la condition que Marc-Yvan Côté accepte d'être son organisateur, ce qui a été le cas. Et c'était Maître Keb qui se présentait pour le PQ, c'était pas une petite pointure. Alors, fait là, à un moment donné, on a commencé à faire l'organisation systématique, comme on a fait dans les autres partiels, et on avait besoin de sous. Fait qu'un bon jour, on dit, bon, il faudra organiser un brunch, bénéfice. Et là, quelqu'un dit, on devrait inviter Robert Bourassa. Alors, je donne un coup de téléphone à M. Bourassa. J'ai dit, on ferait un brunch. On dit, ça pourrait pas être un dîner, parce qu'on sait que M. Bourassa, c'était pas le matin qui l'intéressait. On était à son meilleur. Je dis, non, c'est un brunch, M. Bourassa, donc ça va être à 7 h du matin. Il dit, je vais y aller à une condition. Il dit, oui. Il dit, je veux te voir après. J'ai dit, pas de problème. Le brunch se passe, alors il dit, est-ce que je peux te voir? Il dit, oui, au local des Régents. Alors, là, il me dit, écoute, il est évident là, que M. Ryan va démissionner. Est-ce que je peux compter sur ton appui si je décide de me lancer? Je dis, Robert, non. Mon premier choix, c'est Raymond Garneau. C'est correct? Je respecte ça. Si tu as toujours été fidèle à Raymond, je respecte ça. Mais peux-tu prendre l'engagement de me parler si Raymond n'y va pas? J'ai dit oui. J'ai dit certainement. C'est comme ça que, finalement, on a convaincu Raymond Garneau d'être candidat aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste en 1983. Moi, je m'étais fait élire dans Charlesbourg quelques jours auparavant. Et qu'une journée plus tard, finalement, Raymond a lâché. Et M. Bourassa m'a téléphoné. C'est lui qui m'a presque appris que Raymond Garneau n'y allait plus. Il était bien renseigné? Très bien renseigné. Et il a fait tout ce qu'il fallait pour convaincre Raymond Garneau qu'il ne gagnerait pas. Alors, ça a été l'habilité de M. Bourassa. De telle sorte qu'en juillet 1983, je l'ai rencontré à son domicile, puis j'ai décidé de l'appuyer. Il m'a demandé de prendre l'organisation. Donc, de ce leadership-là, qui a été un fait d'armes assez exceptionnel. Hein. Il n'y avait pas besoin de moi pour gagner. Il n'y avait pas besoin de personne pour gagner. M. Bourassa, au référendum de 80, à l'élection de 81, et pendant toute cette période-là, acceptait toutes les invitations qui lui étaient transmises pour rencontrer 10 personnes, 5 personnes, 100 personnes. Alors, il a fait lui-même la reconquête du pouvoir et du leadership du Parti libéral. Et à partir de ça, tout ce qu'il s'agissait de faire, c'est de rassembler et de faire travailler ensemble tout ce monde-là qui souhaitait que M. Bourassa revienne. Alors, évidemment, contre deux jeunes nous à l'époque, là, Pierre Paradis et Daniel Johnson, qui, les autres, croyaient à la possibilité de faire M. Bourassa. Mais les méthodes d'organisation mises en place faisaient en sorte que le soir du résultat du vote, j'ai dit à M. Bourassa, voici le score. Et entre ce que je lui avais dit et les résultats, il y avait 25 votes de différence sur 3000 votes. Le pointage était bon. Le pointage était très bon. Puis c'était...
C'est une méthode qui est assez relativement simple. On entend aujourd'hui des gens qui nous parlent de vote populaire pour l'élection d'un chef, mais ça vous donne pratiquement aucune visibilité médiatique. Alors moi, j'ai toujours été un de ceux qui a insisté pour que le parti continue avec 24 délégués qui viennent dans un congrès où c'est pas décidé, où ça se décide sur le parquet, où il y a confrontation des idées avec les candidats, qui fait une messe médiatique assez exceptionnelle et qui donne une visibilité au parti où tu peux à la fois démontrer ta puissance, démontrer sur le plan intellectuel que les idées peuvent se confronter, en autant que tout ça soit fait selon des règles qui permettent le ralliement de tout le monde par la suite et une certaine magnanimité de celui qui gagne. Monsieur Côté, en juin 83, je crois, vous revenez en politique active comme candidat libéral dans Charlesbourg, près de Québec. Donc là, le portrait de l'électorat et l'étendue du comté, c'est bien différent de ce que vous aviez connu à Matane. C'est presque le paradis. Être à 15 minutes du Parlement, une ville, 50 000 électeurs, mais une ville à proximité du Parlement. Donc, c'est merveilleux par rapport à ce que j'ai connu à Matane, qui est un comté à 4h30 du Parlement, 37 municipalités, 147 000 de côte, donc avec 30 clubs d'âge d'or et ainsi de suite, alors que Charlesbourg avait 4-5 clubs d'âge d'or et ainsi de suite. Donc, c'est véritablement là, une belle opportunité qui s'est offerte lorsque M. de Belleval a démissionné en décembre 1982 et qui a enclenché une convention au niveau du Parti libéral du Québec. Et cette fois-ci, j'ai choisi d'être candidat, encore une fois, contre la volonté de mes supérieurs. De M. Ryan. Non. À ce moment-là, c'est Gérard D. Lévesque qui était chef. Des gens m'ont sollicité. On dit toujours une multitude de personnes. C'est 3 personnes de Charlesbourg qui se cherchaient un candidat et m'ont contacté en décembre 1982. Et là, j'ai vu M. Lévesque qui était chef du parti et Michel Pagé qui était mon patron. Et les deux m'ont dit non. On a dit, tu es plus utile dans ce que tu fais que tu vas l'être comme député. Donc, on ne te donne pas la permission. Alors, je suis retourné voir mes individus et ils étaient bien préparés. C'est passé ici au restaurant parlementaire. Alors, je me dis, bon, ben, après avoir vu M. Lévesque, après avoir vu M. Pagé, eux ne souhaitent pas que je sois candidat parce qu'ils me trouvent plus utile dans ce que je fais que si j'allais me présenter comme candidat. Il y en a un des 3 qui dit on s'était trompé de gars. On ne pensait pas que tu te laissais mener. On pensait que c'est toi qui décidais. Ça m'a piqué un peu. Là. Alors, puis à un moment donné, ça m'a réveillé en disant ben, si tu penses à toi, puis tu manques cette opportunité de Charlesbourg de revenir en politique, peut-être qu'une opportunité comme celle-là ne reviendra jamais. Alors, je leur ai dit, donnez-moi 24 heures. C'est oui, mais donnez-moi 24 heures pour refaire le circuit. Qui m'a dit non, pour aller les informer que c'est moi qui dis oui. Et à partir de ça, en janvier 83, s'est enclenchée une convention assez féroce à Charlesbourg, où il y avait 3 candidats, 3000 cartes de membres. On avait jusqu'à 18 de février pour vendre des cartes de membres, et la convention se tenait le 20 mars. L'aréna à Charlesbourg était full. Et là, j'ai mis en place tout ce que j'avais comme expertise et expérience d'organisation systématique, d'encadrement de gens qui allaient venir voter. Pour l'investiture. Pour l'investiture. Et finalement, j'ai ramassé 70 des votes. Et là, j'ai compris beaucoup le tissu de Charlesbourg en faisant du porte-à-porte. Parce qu'on me reprochait de ne pas être originaire de Charlesbourg, alors que finalement, au contact des gens, en s'informant leur origine, là, je comprenais que les gens venaient de la Beauce, ils venaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'il y avait plus ou moins 15 ou 20 des gens qui étaient des gens originaires de Charlesbourg. Donc, j'ai pu contrer finalement ma principale faiblesse. J'ai rallié très rapidement mes adversaires et les familles.
de mes adversaires, de telle sorte que la machine s'est mise en marche pour des élections du 20 juin. Là, ça a été le summum d'organisation que j'ai jamais eu au niveau du comté. Ben, là, vous mettiez en pratique ce que vous aviez appliqué pour les autres. Les gens, là, il n'y avait pas de messe le dimanche matin. Le dimanche matin, c'était la réunion des 50 principaux organisateurs où on échangeait sur ce qui s'était passé dans la semaine, d'actualité politique, parce que les gens sont friands de nouvelles politiques, de comprendre sur le plan politique un certain nombre de choses. Et à partir du moment où on avait fini cette période-là, on passait à la période d'organisation et aux commandes de la semaine. Et donc, la semaine suivante, on se réunissait. Là, il fallait que tu donnes le compte-rendu de ce que tu avais fait dans la semaine, qui t'avait vu, pour qui il était, puis ainsi de suite, en termes d'organisation. On avait une machine phénoménale lorsqu'il est arrivé l'élection du 20 juin, où on a eu 13 ou 14 000 de majorité, ce qui s'est à peu près jamais vu dans une élection provinciale à Charlesbourg. Donc, ça représentait combien de bénévoles dans votre organisation de comté? De comté, on devait avoir entre 1200 et 1500 bénévoles. C'est du monde. Non, c'était une organisation qui était rodée au quart de pouce et qui savait exactement ce qu'elle avait à faire. Et tout le monde était à 6 heures du matin pour des bureaux de vote qui ouvraient à 9 heures. Tout le monde était réveillé. Et chaque personne recevait un appel pour les réveiller, pour s'assurer que tout ce monde-là était à l'endroit où il devait être. Et ça a été comme ça jusqu'au soir de l'élection. Et ça a été fantastique. Et je m'étais même permis, durant cette période-là, de faire un appel public en mai à une candidature au leadership de M. Garneau. J'avais expédié une lettre à tous les comtés, qui m'avait d'ailleurs été reprochée par M. Lévesque. Parce que M. Lévesque pour une fois, avait manifesté l'intérêt d'être candidat au leadership de 83. Gérard D. Lévesque. Gérard D. Lévesque. Alors, et qui est disparu au lendemain de l'élection partielle de Charlesbourg, où il souhaitait avoir l'heure juste. Moi, je lui avais donné l'heure juste dans une rencontre avec lui, en disant que dans les gens voulaient le retour de Robert Bourassa, quelqu'un d'économie, et c'était clair. Après votre victoire à la partielle de Charlesbourg, vous avez prédit un raz-de-marée libéral. Pourtant, le nouveau chef, M. Bourassa, n'était pas encore choisi. Qu'est-ce qui vous rendait aussi confiant? En fait, on a fait beaucoup de porte-à-porte dans Charlesbourg. La décision du gouvernement de couper les fonctionnaires était là. Les gens voulaient régler leur compte avec le gouvernement sur le manque de paroles ou de signatures. Ça, c'était une vague de fond. En même temps, on sentait du côté du Parti québécois de l'effritement, des chicanes. Hein. Un premier terme de gouvernement, c'est le bonheur. Le soir de l'élection, de votre élection, le trouble commence. Hein, parce que la première fois, c'est le parti, c'est le chef qui vous a fait élire. La deuxième fois, c'est l'individu qui s'est fait élire. Donc, il peut revendiquer d'être ministre, même s'il n'y a pas tout ce qu'il faut. Là, à ce moment-là, il y a des gens, l'interaction, remaniement ministériel qui crée un certain nombre de frustrations. Les gens ne vont pas nécessairement où ils souhaitaient aller. Il y a certaines inimitiés personnelles qui prennent le dessus. Il y a des frictions de dossiers. Parce que forcément, dans un appareil gouvernemental, s'il y a des arbitrages à faire, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, tout ça, dans un deuxième terme, est toujours beaucoup plus difficile à gérer. Et on sentait ça chez le PQ, là. Et rivalité d'individus, des gens qui se positionnaient aussi en fonction d'un leadership éventuel au niveau du Parti québécois. Donc, moins d'unité dans l'équipe. Alors, on sentait ça, ça se reflétait sur le terrain aussi.
Et par conséquent, nous, ce qu'il fallait travailler très fort dans les comtés francophones. Parce que les comtés anglophones et multiethniques, le Parti libéral était bien installé. Donc, il fallait conserver les acquis gagnés dans des élections partielles. Et ça nous donnait une tendance. Les gens avaient beaucoup de respect pour M. René Lévesque, hein, qui était premier ministre à l'époque, mais les dauphins étaient moins affirmatifs dans tout cela. Et avec tous les déboires que le PQ a connus pendant cette période-là, ça nous laissait croire que dans la mesure où on allait chercher un leader qui pouvait, à l'instant même, assumer le leadership à une relance économique, et ainsi de suite, et faire en sorte qu'on puisse bâtir là-dessus, puis que le pouvoir était à portée de main si on ne commettait pas d'erreur. Vous aviez une bonne organisation de terrain. Est-ce que c'était corroboré par des sondages fréquents? Bien, en fait, les sondages qu'on avait, c'est qu'on obligeait notre monde, dans chacun des comtés, à faire des rapports de l'état de situation. Et les gens savaient qu'on avait des moyens de contre-vérifier. On ne contre-vérifiait pas toujours, mais la crainte qu'il y ait une contre-vérification amenait beaucoup de sagesse et de rigueur. Et de rigueur dans les rapports que nous avions de chacun des comtés. Et on s'est donc attaqué à former de manière systématique chacun des postes d'organisation pour chacun des comtés. Hein? Du responsable de l'agenda, aller au chef de pôle, du secrétaire de bureau de vote, aller aux représentants dans le bureau de vote. Et finalement, les accompagner dans leur formation de telle sorte qu'il n'y a pas de surprise le jour du vote. Et donc ça dégage une confiance qui ne fait pas toujours la différence, mais permet d'avoir un élan qui crée un mouvement. Et il n'y a rien de tel qu'un sondage à 2 semaines d'une élection pour cristalliser le vote. Hein? Parce qu'il reste encore des Québécois qui aiment bien gagner. Donc, à partir de ça, il faut que tu sois dans une situation où tu sois toi en avant et que tu fasses la démonstration que tu vas gagner. Donc, les 3-4 % d'individus qui vont suivre la parade vont avoir tendance à aller engraisser le gagnant. Le gagnant, et on sait qu'il est rendu un certain pourcentage. Nous, les libéraux, ça prenait toujours plus ou moins 3 % des votes pour faire compter égal avec le PQ. Alors, à partir du moment où on avait franchi ce 3-là, chaque 1 % additionnel se traduisait par des gains assez importants de députés. Là, vous êtes élu dans Charlesbourg à la partielle avant la générale. Entre les deux, vous êtes député de l'opposition. Oui. C'était votre premier rôle là-dedans, député de l'opposition. Vous ne l'aviez pas été encore. Vos principaux dossiers, chevaux de bataille, c'était quoi? En fait, l'important, c'était de cimenter l'équipe parlementaire. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir faire la démonstration que le pouvoir est à portée de main. Et c'est très humain. Il n'y a pas un député qui ne se voit pas ministre. Et pour être ministre, il faut prendre le pouvoir. Puis pour prendre le pouvoir, il faut que tu gagnes ton comté. Donc, et tous les gestes posés pouvaient faire en sorte que les petites victoires au niveau de l'Assemblée deviennent importantes. J'ai à la mémoire, un moment là, où la fébrilité était exceptionnelle. C'est qu'on avait réussi, par des jeux de règlement de l'Assemblée nationale, à faire en sorte que l'Assemblée siège 24 heures sans arrêt. 16 décembre, 9 heures du matin, et que cette Chambre siège depuis maintenant 23 heures. Oui, le ministre de Sciences et Technologies qui a passé une partie de la nuit avec nous dit c'est terrible. Au lieu d'avoir des énoncés aussi cons que ceux-là, vous auriez dû vous lever pour nous dire le fond de votre pensée. Continuez de rester assis sur votre siège. Continuez. La base technologique. C'est ça. Un membre du Conseil des ministres qui est resté la nuit assis sur son derrière, pas capable de venir porter secours à son ministre.
Belle solidarité ministérielle. Donc, ce filibuster-là a été réussi. Et on s'est retrouvé avec des gens qui dormaient dans les bureaux, qu'on allait réveiller pour être capable de faire la demi-heure d'intervention ou l'heure. On a géré ça. Et le lendemain, quand tout ça est arrivé, à la période des questions, c'était le triomphe absolument phénoménal. Alors, un esprit d'équipe, une collégialité qu'on avait peu vue auparavant. Et c'est dans ce genre d'exercice-là qu'on s'est attaqué à travailler. Et il faut dire que lorsque M. Bourassa est arrivé comme chef du parti en octobre 1983, là a commencé un travail de profondeur au niveau du parti sur un programme qui allait aussi supporter les interventions au niveau de l'Assemblée. Et ça a été stimulant pour les troupes. Hein, et chaque député était impliqué dans un des éléments du programme du parti qui était travaillé, et de telle sorte que ça nous a amené à l'élection de 85 avec le succès qu'on connaît. À l'Assemblée nationale, en 1984, il y a la fusillade, on s'en rappelle. Vous étiez à l'Assemblée nationale ce matin-là. Oui. En fait, c'était les crédits de M. Pierre-F. Côté, qui était responsable Directeur général. Directeur général des élections. Ça se tenait au Salon Bleu. Et nous, l'aile parlementaire d'opposition était au 2e étage. Et le critique officiel à ce moment-là était M. Raymond Mailloux, député de Charlevoix. Et j'étais avec lui, donc je l'accompagnais. Et il y avait un petit retard et on est descendu par l'escalier derrière l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on est arrivé sur le palier, où il y avait une dizaine de marches qui nous restaient pour descendre au niveau de l'Assemblée nationale, les coups de feu ont été entendus. À ce moment-là, on ne savait pas trop ce qui se passait, puis on a été ramassés par des agents de sécurité qui nous ont remontés au 2e puis enfermés dans des bureaux, jusqu'à temps qu'on comprenne que cet événement-là était un événement dramatique. Là, et 5 minutes plus tard, on était assis au bureau, puis là où des gens ont été atteints. Donc, c'est vraiment une période assez sombre du Parlement. Donc, ça a été une période assez traumatisante qui nous a fait prendre conscience de la vulnérabilité de parlementaires et finalement de la haine qu'à l'occasion des positions peuvent susciter chez des individus. En 1984 aussi, vous avez créé un petit incident à l'Assemblée nationale, en ce sens qu'il y a eu la visite de M. Mulroney, qui était le nouveau premier ministre du Canada, et vous avez réclamé que le drapeau canadien soit installé derrière le fauteuil du président avec le drapeau québécois, ce qui a été refusé. Et vous avez sorti un drapeau canadien de vos poches. Racontez-nous donc l'anecdote. En fait, moi, je me considère comme un nationaliste. Et je le serai toujours. Mais un nationaliste qui ne veut pas briser le Canada. Puis un nationaliste qui, à l'occasion, en avait plein des baskets d'un certain nombre de parlementaires à Ottawa. C'était donc une visite de M. Mulroney qu'on se devait, à mon point de vue, de saluer de la même manière qu'on salue un président français qui va venir à l'Assemblée nationale ou un premier ministre. On va honorer sa présence par la présence du drapeau de son pays. Et en plus, le drapeau du Canada, c'est le drapeau de mon pays. Donc, on a tenté de faire en sorte que le drapeau puisse être là le temps de la visite de M. Mulroney, ce qui a été refusé par la majorité. Alors, là, à un moment donné, il faudrait trouver un petit moyen de comme disait Jean-François Bertrand, d'avoir au moins une victoire morale. Alors, donc, j'avais eu l'idée de me mettre un petit drapeau dans mes poches et de le sortir au moment opportun. Là, plus le temps avançait, plus vous sentiez de la motivation dans vos troupes et l'élection générale qui s'en venait. Finalement, elle a été déclenchée. Quel rôle vous avez joué? Vous étiez député à ce moment-là. Étiez-vous encore organisateur? Oui, pour ce moment-là, j'avais gardé que l'Est du Québec. Parce que je me plaisais toujours à dire à mes amis montréalais que le pouvoir ne se prenait pas à Montréal. La démonstration avait été faite en 1981
à 1976 et en 1981, que le pouvoir se prenait dans les régions et en particulier dans l'Est du Québec. Ça ne faisait pas toujours l'affaire de mes amis de Montréal, mais j'ai dit ça, c'est la vérité, et je vais vous faire la démonstration que c'est dans l'Est que ça se gagne. Donc, on a travaillé très fort pour avoir de bons candidats qui partageaient la philosophie non seulement du parti, mais la philosophie d'organisation. Fait que j'ai consacré mes efforts à visiter chacun des 34 comtés, de me faire une opinion moi-même. Ça, c'était de partir de Trois-Rivières ou? Ça incluait Port-Neuf, Lotbinière et Frontenac, donc Thetford-Mines, en allant Au Golfe. Au Golfe. Donc, et à partir de ça, là, on a supporté, encadré, formé une école de candidats où nos candidats, parce que faire face à la presse, presse locale, c'est une chose, mais faire face à tous ces sénateurs journalistes de Québec, très bien informés, spécialistes de la plure de banane, ainsi de suite. Donc, pour des nouveaux candidats, il y a donc eu une école de formation pour l'ensemble des candidats du Québec, et en particulier, et tous les députés présents étaient obligés de passer à l'école des candidats pour des mises en situation sur telle question, sur des discours, de telle sorte que tout le monde est encadré comme il faut. Des attachés de presse qui ont été formés. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer comme organisation a été formé. Donc, pour 34 comtés de l'Est du Québec, j'avais 17 bénévoles qui faisaient la navette entre le central et le comté pour s'assurer que tout ce qui avait été montré soit fait à l'identique. Et à chaque jour, à 6 heures du matin, chacun venait faire son rapport sur l'état de situation du comté. De telle sorte que j'ai été capable de dire à un moment X, pour moi à travers le Québec, parce que même si je ne m'occupais pas des autres comtés, on va gagner entre 85 et 90 députés. Et on va en gagner dans l'Est du Québec 28-29. Donc, on s'est retrouvés le soir des élections avec 99 députés. Donc, une petite erreur. La seule déception ce soir-là, c'était de ne pas avoir réussi à faire élire un député au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais dans le reste, c'était le balayage à Québec. À Québec, il ne restait plus de bleu, c'était seulement du rouge. Mais avez-vous eu le temps de vous occuper de votre comté pendant cette campagne-là? Écoutez, moi, j'ai été chanceux, des gens très fidèles dans Charlesbourg, des gens exceptionnels qui ont cru à la machine, qui ont cru d'abord en l'individu, qui ont cru aux méthodes. Et l'armée de bénévoles était toujours là pour être capable de suppléer à mon absence. Et dans ce sens-là, j'ai toujours été très reconnaissant et très chanceux. Et eux avaient compris que dans la mesure où les objectifs que je m'étais fixés étaient atteints, qu'il y avait peut-être des chances que le pouvoir de la région de Québec passe du haut de la butte et descende dans le bas de la butte. Vous voulez dire? Historiquement, le pouvoir à Québec a toujours été entre les mains des gens, soit de Jean Talon ou de Louis Hébert. La banlieue, elle, c'était contributeur à la majorité, mais elle ne pouvait pas être dans une situation où elle pouvait arbitrer des choses ou décider des choses. Donc, c'était une première opportunité. Et leur récompense, c'était ça. Donc, ils comprenaient que dans la mesure où on gagne de manière importante, compte tenu du rôle que j'avais joué, que je serais ministre, et puis il n'y avait pas de promesse de ce côté-là, mais que je serais ministre et que, par conséquent, je pourrais prendre la responsabilité de la région de Québec et faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de choses qui changent dans la région et que la ville de Charlesbourg, considérée comme ville dortoir, puisse en avoir un certain nombre de retombées. Très intéressant. On continue la semaine prochaine, M. Gauthier.